Nul ne sait de quoi nous sommes capables. Ce sentiment étrange et familier qui nous étreint parfois. Cette impression diffuse de flotter dans un vide où aucun repère solide ne semble nous attendre, n'est-ce pas une sensation universelle? Nous traversons nos journées, accomplissons nos tâches, mais au fond de nous, une question persiste, lancinante. Suis-je à ma place? Est-ce vraiment le chemin que je devais prendre, ou bien est-ce qu'une succession de hasards, de décisions prises à la légère, sans véritable boussole intérieure? Nous observons souvent ceux qui semblent naviguer avec une assurance inébranlable, ancrés dans une identité claire, un rôle défini, et nous nous prenons à rêver de cette quiétude, de cette certitude que la vie a un sens préétabli, une direction qui nous dispense de la lourde tâche de l'inventer à chaque instant. Il y a cette tentation presque irrépressible de nous fondre dans une foule, d'adopter les opinions toutes faites, de suivre un chemin balisé par d'autres, simplement pour échapper à cette angoisse sourde qui monte dès que nous nous retrouvons face à nous-mêmes, face à l'étendue vertigineuse des possibles. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Paul Sartre, un penseur dont le nom seul évoque une certaine gravité, une confrontation avec l'existence dans sa nudité la plus radicale, et de cette idée qui résonne en nous comme un défi, une sentence, ou peut-être une libération inattendue. Tu es condamné à être libre. Ce n'est pas une phrase anodine, elle ne se contente pas de nous informer d'un état de fait, elle nous jette violemment face à notre propre nature, à la singularité de notre condition humaine, nous invitant à regarder en face ce que nous préférons souvent ignorer. Nous cherchons des excuses, des raisons extérieures, des déterminismes confortables. Il est si facile de blâmer l'enfance, l'éducation, la société, les gènes, le destin, la chance ou son absence, pour ce que nous sommes, pour ce que nous devenons. Nous construisons des prisons invisibles de circonstances, des alibis psychologiques qui nous permettent de déléguer la responsabilité de nos choix, de nos échecs, mais aussi de nos victoires. Cette quête incessante de justification, cette propension à nous définir par ce qui nous entoure plutôt que par ce qui émane de nous, n'est-ce pas une tentative désespérée d'échapper à une vérité fondamentale et vertigineuse? C'est comme si nous préférions être les marionnettes d'une force invisible plutôt que les artisans de notre propre existence, par crainte de la tâche immense qui nous attend alors. Sartre, avec une clarté impitoyable, déchire ce voile d'illusion. Il nous confronte à l'idée que notre existence, cette simple présence au monde, précède toute essence, toute nature prédéfinie. Il n'y a pas, selon sa vision, de mode d'emploi universel pour l'humain, pas de plan divin, pas de modèle archétypal auquel nous devrions nous conformer. C'est une absence vertigineuse de prédéfinition qui nous laisse entièrement seuls avec nous-mêmes, avec la responsabilité de nous inventer à chaque instant. Cette absence de balises extérieures est précisément ce qui fonde notre liberté inaliénable, mais aussi l'angoisse existentielle qui l'accompagne, une angoisse que nous tentons de masquer par des rituels quotidiens, par des discours intérieurs rassurants, par la fuite dans le travail ou le divertissement. L'idée de ne pas avoir de nature fixe, de n'être rien d'autre que ce que nous faisons de nous, est à la fois terrifiante et immensément puissante. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre brut, sans aucune forme préétablie, sans esquisse, sans commande particulière. La matière est là, mais la forme, le sens, l'œuvre elle-même, doit naître de sa seule volonté, de ses seules décisions. C'est la condition humaine que Sartre nous décrit, comme un appel à une créativité radicale et constante, mais aussi comme le fardeau d'une responsabilité totale. Chaque acte, chaque mot, chaque silence, est une brique posée dans la construction de notre être, et personne d'autre que nous ne peut prendre la truelle. Ce que Sartre met en lumière, c'est que même notre inertie, notre passivité, notre refus de choisir, sont des choix en soi. Choisir de ne pas choisir, c'est déjà choisir de laisser les choses se faire, de se laisser porter par le courant, ce qui implique une décision implicite de ne pas prendre le gouvernail. Cette condamnation à la liberté ne signifie donc pas que nous sommes libres de tout faire, mais que nous sommes libres de vouloir, libres de choisir notre attitude face à ce qui nous arrive, libres de nous définir par nos réactions et nos engagements. C'est une liberté moins grandiose dans son étendue que radicale dans sa profondeur, une liberté qui réside au cœur même de notre conscience et qui ne peut jamais nous être retirée, même dans les situations les plus extrêmes, nous laissant avec l'ultime pouvoir de dire oui ou non à notre propre destin, de nous affirmer ou de nous nier. Nous allons explorer ensemble les contours de cette liberté inéluctable, ses implications profondes pour notre quotidien et la manière dont elle nous invite à repenser notre rapport au monde et à nous-mêmes. Nous connaissons tous cette étrange tentation, cette attirance presque irrésistible à nous glisser dans un rôle, à endosser une étiquette que le monde nous tend ou que nous nous forgeons nous-mêmes. Il est si commode de se dire « je suis timide, je suis créatif », « je suis un entrepreneur né » ou « je suis juste quelqu'un qui n'a pas de chance ». Ces définitions deviennent des armures, des explications toutes faites qui nous rassurent et nous dispensent de l'effort constant de nous redéfinir. Nous les portons comme des vêtements ajustés, nous y trouvons un certain confort, une prévisibilité. Mais parfois, au détour d'une journée, au creux d'une solitude inattendue, une faille apparaît dans cette armure,
et nous nous demandons si ce costume est réellement le nôtre, ou si nous ne faisons que le jouer, avec plus ou moins de conviction, cherchant à nous convaincre nous-mêmes autant que les autres de sa pertinence. Cette quête d'une identité stable, d'un « qui je suis définitif », est au cœur même de l'angoisse que Sartre nous invite à sonder. Il nous confronte à l'idée radicale que, contrairement à une chaise qui est d'abord conçue avec une fonction précise avant d'exister concrètement, l'être humain, lui, existe d'abord. Nous sommes jetés dans le monde, présents, conscients, avant toute définition, avant toute finalité prédéterminée. Il n'y a pas, selon sa vision, d'essence humaine universelle et préétablie qui nous attendrait quelque part, comme un moule dans lequel nous devrions nous couler. Nous ne sommes pas des objets fabriqués selon un plan. Notre existence est pure contingence, une donnée brute, et ce n'est qu'ensuite, à travers nos choix, nos actions, nos engagements, que nous commençons à sculpter notre propre essence, à dessiner les contours de ce que nous serons. C'est une inversion fondamentale de la pensée traditionnelle, une absence de fondement divin ou naturel qui nous délaisse entièrement à nous-mêmes. Pensez à un serveur dans un café parisien, comme le dépeint Sartre. Il bouge avec une précision étudiée, porte son plateau avec un équilibre parfait, s'adresse au client avec une politesse convenue. Ses gestes sont presque trop parfaits, trop fluides, trop serveur. Il n'est pas seulement un serveur qui remplit sa fonction, il joue au serveur. Il s'identifie tellement à ce rôle, à cette essence qu'il s'est construite ou qu'il a adoptée, qu'il en oublie la liberté radicale qui le traverse à chaque instant. Il s'y enferme, s'y aliène. Il se convainc, et essaie de nous convaincre, que le serveur, c'est tout ce qu'il est, que son être se résume à cette fonction. C'est une manière de fuir la vertigineuse réalité que, sous l'uniforme et le rôle, se trouve un être sans fondation fixe, un pur néant de possibilités, capable à tout moment de choisir d'être autre chose, de rompre avec ce personnage, d'inventer une nouvelle manière d'être au monde. Cette fuite, cette tentative de se donner une essence pour échapper à la liberté, Sartre la nomme la mauvaise foi. C'est un mensonge à soi-même, une duplicité où l'on se prend pour ce que l'on n'est pas, pour éviter de se confronter à ce que l'on est, une liberté indéfinissable. La mauvaise foi se manifeste de mille façons dans notre quotidien. Lorsque nous disons « je ne peux pas faire ça », ce n'est pas dans ma nature. Nous nous déchargeons de notre responsabilité. Lorsque nous nous réfugions derrière une identité collective, c'est la faute de ma famille, c'est la culture de mon pays, nous nous évitons l'effort de choisir par nous-mêmes. C'est la tentation de l'immobilité, de la passivité, du déni de notre capacité à toujours nous transcender. La mauvaise foi est un confort dangereux, une anesthésie de la conscience qui nous prive de la vitalité de notre existence véritable. Le paradoxe est que même dans cette mauvaise foi, nous exerçons notre liberté. Le choix de se mentir à soi-même, de se cacher notre liberté, est un acte libre. Nous sommes, selon les mots de Sartre, condamnés à être libres, car même le déni de cette liberté est une manifestation de celle-ci. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Cette condamnation n'est pas une punition au sens moral, mais une description implacable de notre condition ontologique. Nous sommes perpétuellement en projet, jamais figés, toujours à faire et à défaire notre être. C'est une charge lourde, car elle implique une responsabilité totale pour tout ce que nous sommes et devenons, sans aucune excuse possible. L'homme, comme il le formulait, n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Cette absence de nature fixe, cette constante réinvention, est aussi ce qui nous donne notre dignité unique. Si nous n'avons pas d'essence prédéterminée, nous avons alors la tâche exaltante de créer notre propre sens, de définir nos propres valeurs. La liberté n'est pas seulement le fardeau de la responsabilité, elle est aussi la source d'une créativité infinie. Chaque décision que nous prenons, chaque parole que nous prononçons, chaque acte que nous posons, n'est pas seulement un choix individuel. C'est aussi, en un sens, un choix pour l'humanité. En choisissant d'être courageux, nous disons que le courage est une valeur possible pour tous. En choisissant d'être lâches, nous en validons la possibilité. Chaque acte est une affirmation de la condition humaine que nous voulons voir se manifester dans le monde. C'est une responsabilité immense, qui nous pousse à considérer l'impact de nos moindres gestes sur l'ensemble de l'existence humaine. Vivre en conscience de cette liberté, c'est accepter le vertige de l'absence de balises. C'est comprendre que notre passé ne nous détermine pas entièrement, que nos émotions ne sont pas des prisons inébranlables, que nos circonstances ne nous condamnent pas à un destin unique. C'est réaliser que nous sommes toujours en mesure de nous projeter au-delà de ce que nous avons été, de ce que nous sommes, vers un futur que nous devons continuellement inventer. C'est une invitation à l'authenticité radicale, à la remise en question constante de nos certitudes, à l'audace de se défaire des rôles et des masques pour embrasser la fluidité de notre être en devenir. Cette prise de conscience ouvre alors la voie à une nouvelle compréhension de l'action, non pas comme une simple réaction aux circonstances, mais comme l'expression la plus profonde de notre liberté fondamentale. Nous avons tous connu ces moments où le poids d'une décision imminente se fait sentir avec une acuité particulière, où le chemin à prendre ne semble pas tracé,
et où les conséquences de notre choix nous apparaissent dans toute leur gravité. C'est le jeune homme face au dilemme de la guerre, tiraillé entre le devoir de rester auprès de sa mère vieillissante et celui de rejoindre la résistance, une situation que Sartre a mise en lumière pour illustrer l'absence de toute boussole morale universelle. Les manuels de philosophie, les conseils avisés, les injonctions religieuses, tout cela pâlit devant la complexité singulière de la situation. Il n'y a pas de règle d'or qui puisse lui dire précisément ce qu'il doit faire. Chaque option est lourde de sens. Chaque chemin est une déchirure, une perte irréversible d'une autre possibilité. L'angoisse n'est pas le doute, mais la certitude qu'il n'y a personne d'autre que lui pour inventer la valeur, pour créer le sens de sa décision, pour assumer les conséquences de ce qu'il va devenir par ce choix. C'est là que réside le cœur de ce que Sartre nomme l'angoisse. Ce n'est pas la peur d'un objet spécifique, d'un danger identifié. La peur est de quelque chose dans le monde, l'angoisse est de soi-même. Elle naît de la prise de conscience vertigineuse de notre liberté totale face à l'avenir, de l'absence de tout déterminisme moral ou existentiel. Lorsque nous nous rendons compte que rien ne nous précède, que nous ne sommes pas faits pour une fin particulière, que le sens de notre vie n'est pas inscrit quelque part, alors cette angoisse nous saisit. C'est la sensation d'être le seul garant des valeurs que nous créons par nos actes. Lorsque l'homme libre choisit, il ne choisit pas seulement pour lui-même. Il choisit une certaine image de l'homme tel qu'il doit être. Et en choisissant, il engage l'humanité tout entière, même s'il n'en a pas conscience, même s'il s'en défend. Cette angoisse existentielle est particulièrement palpable lorsque nous sommes confrontés à ce qu'il appelle l'abandon. L'abandon, pour Sartre, est le constat brutal de l'absence de Dieu, ou plus largement, de toute instance transcendante qui pourrait nous dicter nos conduites, nous fournir un sens préétabli à notre existence. Il n'y a pas de signe, pas de miracle, pas de guides infaillibles pour nous dire quelle est la bonne voie. Nous sommes seuls, entièrement seuls. Dostoïevski avait déjà formulé cette idée essentielle. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Sartre, loin de s'en réjouir, en tire la conséquence la plus sombre et la plus exigeante. Si tout est permis, alors nous sommes entièrement responsables de ce que nous faisons de cette permission. Nous ne pouvons nous en remettre à aucune autorité supérieure pour nous dicter notre moralité, pour nous décharger du fardeau de nos choix. L'abandon n'est donc pas un appel au nihilisme ou à l'arbitraire total. Au contraire, il est l'appel à une exigence morale plus grande encore. Si personne ne nous dit ce qui est bien ou mal, alors c'est à nous de le décider, de le créer par nos actions. C'est une invitation à l'autonomie radicale, à la création de nos propres valeurs, non pas de manière capricieuse, mais avec la conscience que chaque valeur créée par nous est un engagement pour toute l'humanité. Lorsque nous faisons un choix, nous devons nous demander « Et si tout le monde faisait comme moi ?» Cela élève la portée de chaque acte personnel à un niveau universel, conférant à chaque individu une responsabilité qui dépasse son seul être. Repensez au jeune homme tiraillé entre sa mère et la résistance. S'il choisit sa mère, il affirme que le devoir filial prime sur l'engagement politique. S'il choisit la résistance, il affirme le contraire. Il ne peut y avoir de jugement universel sur son choix, car il n'y a pas de règle préétablie qui s'applique parfaitement. Sa décision sera singulière, déchirante, et elle définira non seulement qui il est, mais aussi ce qu'il considère comme juste dans l'absolu. Et il n'y aura personne pour le consoler de la perte de l'autre possibilité, de la culpabilité latente de ne pas avoir choisi l'autre chemin. L'angoisse est là, dans le fait d'être celui qui doit trancher, seul, au-delà de toute certitude. Cette compréhension de l'angoisse et de l'abandon nous éloigne de toute morale universelle et prédéterminée. Elle nous pousse à une éthique de l'authenticité, où la valeur d'une action ne réside pas dans sa conformité à une règle externe, mais dans la sincérité du projet de soi qu'elle manifeste. Agir de mauvaise foi, c'est justement chercher à se cacher cette angoisse, cette liberté et cet abandon, en prétendant qu'une règle extérieure nous dicte notre conduite ou que nous sommes victimes des circonstances. C'est une dérobade devant la tâche exaltante et terrifiante de créer notre propre sens. Accepter l'angoisse, c'est reconnaître notre condition d'être pour soi, d'être conscient, libre, et donc entièrement responsable de nos actes et de leur signification. C'est une perspective qui nous invite à une vigilance constante, à une introspection profonde. Chaque fois que nous nous sentons contraints, chaque fois que nous justifions nos actions par des facteurs extérieurs, nous devons nous interroger. Est-ce vraiment une contrainte, ou est-ce une mauvaise foi, une manière de fuir notre liberté? Cette question, bien que dérangeante, est une clé essentielle pour nous emparer pleinement de notre existence, pour cesser d'être des spectateurs passifs de notre propre vie et devenir les véritables auteurs de notre destin. C'est dans cette confrontation avec l'angoisse que la liberté de se définir prend toute sa mesure, nous poussant à embrasser les conséquences de notre pouvoir créateur. Il est fascinant d'observer comment, au quotidien, nous nous efforçons de nous sentir légitimes, de justifier notre place dans le monde, nos actions, nos émotions. Nous nous forgeons des identités solides, des caractères bien trempés, des réputations.
Nous nous disons « je suis comme ça » ou « c'est plus fort que moi ». C'est une forme d'autoprotection, une manière de créer un sentiment de permanence dans un monde en mouvement perpétuel. Mais cette solidité n'est-elle pas, parfois, une illusion que nous nous construisons pour ne pas voir la fluidité, la plasticité de notre propre être? N'est-ce pas une tentative de nous fixer, de nous pétrifier, pour échapper au vertige de notre liberté radicale? Nous cherchons des étiquettes, des rôles, des fonctions, et nous nous y accrochons avec une ténacité surprenante, presque comme si notre vie en dépendait, craignant que sans elle, nous ne soyons rien, un vide sans substance. C'est ici que Sartre introduit la distinction fondamentale entre elle être en soi et elle être pour soi, des concepts qui sont la clé de voûte de sa métaphysique de l'existence. L'être en soi, c'est ce qui est. C'est la table, le rocher, l'arbre. C'est ce qui existe de manière brute, massive, sans conscience de soi, sans possibilité de s'autodéfinir. Un rocher est un rocher, il n'a pas à choisir d'être un rocher, il ne peut pas en changer. Son essence précède son existence, elle est entièrement donnée. Il est plein, opaque, identique à lui-même, dépourvu de tout vide. Il n'a pas de passé au sens d'une histoire qu'il se raconterait, ni de futur qu'il projetterait. Il est ce qu'il est, et rien de plus. L'être pour soi, en revanche, c'est l'être humain, c'est la conscience. Et la conscience, pour Sartre, est fondamentalement un néant. Non pas un néant au sens de l'inexistence, mais un néant au sens d'une absence de toute essence fixe, d'un vide par rapport à tout ce qui est en soi. C'est une capacité à se prendre pour objet, à se distancer de soi-même, à se projeter au-delà de ce que l'on est à un instant donné. L'être pour soi n'est jamais plein, jamais achevé. Il est toujours manque, toujours aspiration vers ce qu'il n'est pas encore. Il est ce qui est capable de dire non, de nier le donné, de se détacher du monde et de soi-même. Cette capacité de négation, de mise à distance, est le fondement de notre liberté. Ce qui est si déroutant et si libérateur dans cette distinction, c'est l'idée que l'homme n'est pas un être en soi. Nous ne sommes pas des rochers. Nous n'avons pas d'essence prédéterminée, pas de nature immuable qui nous définit une fois pour toutes. Nous sommes ce vide, cette capacité de se projeter, de se faire. La phrase célèbre « l'existence précède l'essence » prend ici tout son sens. Nous existons d'abord, nus, contingents, conscients, et c'est par nos choix et nos actions que nous créons notre essence. Nous sommes constamment en train de nous faire, de nous choisir. Chaque moment est une nouvelle opportunité de se définir, une nouvelle planche sur laquelle nous écrivons le récit de notre vie. Lorsque nous nous comportons de mauvaise foi, nous essayons de nous confondre avec l'être en soi. Nous essayons de nous convaincre et de convaincre les autres que nous sommes comme ça, que notre caractère est fixe, que nos émotions sont des fatalités, que notre histoire nous détermine irrévocablement. Le serveur qui est son rôle, le lâche qui est lâche, l'amoureux qui est amoureux de façon irrémédiable, tous tentent de se dérober à leurs conditions de pour soi, à leur liberté fondamentale. Ils tentent de devenir des objets, des choses, pour échapper à la responsabilité écrasante de leur liberté. C'est une tentative de se remplir, de se donner une consistance que l'on ne possède pas naturellement, de colmater le vide inhérent à la conscience. Le problème, c'est que cette tentative est toujours vouée à l'échec. L'être pour soi ne peut jamais devenir pleinement un être en soi, car sa nature est justement d'être conscience, d'être cette distance à soi-même. On peut jouer le rôle, mais on ne peut jamais l'être totalement, car on est toujours conscient qu'on le joue. Il y a toujours une fissure, un hiatus, une conscience qui observe le rôle en train d'être joué. Cette fissure est précisément la preuve de notre liberté inaliénable. Même dans l'enfermement le plus total, même dans la tentative la plus acharnée de se définir comme une chose, la conscience persiste, libre, prête à se transcender. Comprendre cette distinction, c'est opérer un changement profond dans notre perception de nous-mêmes. C'est réaliser que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, de nos habitudes, de nos peurs. Nous sommes toujours capables de nous projeter au-delà, de nous inventer. C'est accepter le vide, le manque, comme des conditions essentielles de notre humanité, plutôt que comme des faiblesses à combler. C'est embrasser le fait que notre être n'est pas une substance donnée, mais une tâche infinie, un projet constant. Cette compréhension nous invite à une vigilance radicale face à nous-mêmes, à une remise en question permanente des identités que nous nous attribuons ou que le monde nous impose, nous ouvrant ainsi à la possibilité de nous réinventer à chaque instant avec une authenticité et une audace renouvelées. C'est la voie vers une existence pleinement assumée, celle d'un être qui se forge lui-même. Nous nous surprenons souvent à imaginer des avenirs idéalisés, des versions améliorées de nous-mêmes, des vies parfaites où toutes les pièces du puzzle s'emboîtent avec une facilité déconcertante. Nous rêvons de devenir cette personne qui a réussi, qui est en paix, qui ne doute jamais. Ces visions, aussi séduisantes soient-elles, peuvent paradoxalement nous enfermer. Elles deviennent des fictions que nous poursuivons, des buts lointains qui nous détournent du seul lieu où nous pouvons réellement agir,
l'instant présent. Et lorsque la réalité ne correspond pas à cette image projetée, nous nous sentons déçus, frustrés, voire coupables de ne pas être à la hauteur de cette fiction que nous avons nous-mêmes élaborée. N'est-ce pas une manière subtile de nous dérober à la nécessité d'agir ici et maintenant, de nous construire pas à pas, plutôt que d'attendre l'arrivée hypothétique d'un « moi parfait » ? Pour Sartre, cette projection de soi vers l'avenir, cette capacité à se dépasser, à se faire, est ce qu'il nomme la transcendance. La conscience humaine n'est jamais figée, elle n'est jamais identique à ce qu'elle a été. Elle est toujours en mouvement, toujours en train de se projeter vers ce qu'elle n'est pas encore. C'est le mouvement par lequel l'être pour soi se dépasse, se transcende, pour viser un futur, pour accomplir un projet. Ce n'est pas une transcendance au sens religieux, vers un au-delà mystique, mais une transcendance immanente, une capacité intrinsèque à l'homme de se jeter en avant, de se faire être. Nous ne sommes jamais réduits à notre passé ou à notre situation présente. Nous sommes toujours ce que nous faisons de ce passé et de cette situation, toujours en train de nous définir par nos projets futurs. Cette capacité de transcendance est intimement liée à notre liberté. Puisque nous n'avons pas d'essence prédéfinie, nous sommes constamment contraints de nous inventer. Et cette invention passe par la projection de nous-mêmes dans l'avenir, par les choix que nous faisons et qui orientent notre être. Chaque acte, chaque engagement, chaque décision est une manifestation de cette transcendance, une manière de nous affirmer comme êtres de liberté, de nous créer un chemin. La vie n'est pas une succession d'états, mais un flux continu de projets. C'est pourquoi Sartre affirmait que l'homme est ce qu'il se fait, non pas une fois pour toutes, mais à chaque instant, par chaque choix qu'il engage dans l'avenir. Le danger réside dans le fait de figer cette transcendance, de la transformer en une nouvelle forme de mauvaise foi. Nous pouvons nous projeter dans un futur si lointain ou si idéal que nous en oublions l'action présente. Nous pouvons nous définir par ce que nous serons un jour, par ce que nous devrions être, et ainsi nous dérober à la responsabilité de ce que nous sommes maintenant. C'est l'étudiant qui se voit déjà diplômé sans faire l'effort d'étudier, l'artiste qui se rêve célèbre sans jamais prendre le pinceau. Cette attitude est une fuite devant la contingence de l'existence, devant l'effort concret de se construire dans le réel. La transcendance ne doit pas être une échappatoire, mais un moteur d'action hic et nunc, ici et maintenant. La conscience de notre transcendance nous appelle à l'engagement. Puisque nous sommes toujours en train de nous faire, et que chaque choix que nous faisons engage non seulement nous-mêmes mais aussi, potentiellement, l'humanité, alors il est impératif de nous engager. L'engagement, pour Sartre, n'est pas seulement politique ou social, il est existentiel. C'est le fait d'assumer sa liberté en agissant dans le monde, en prenant des positions, en affirmant des valeurs, en créant du sens. Ne pas s'engager, c'est encore choisir. C'est choisir de ne pas agir, de laisser les choses se faire, ce qui est en soi un acte qui a des conséquences et qui nous définit. Il n'y a pas de neutralité possible pour l'être pour soi. Pensez à l'écrivain. Il n'est pas un écrivain parce qu'il a un talent inné, ni parce qu'il a un titre universitaire. Il est écrivain parce qu'il écrit, et en écrivant, il projette un monde, il engage ses idées, il crée de la valeur. S'il cesse d'écrire, il n'est plus écrivain, il est quelqu'un qui a écrit. Son essence est toujours en devenir, toujours à refaire. C'est la même chose pour toute vocation, toute identité. Nous sommes ce que nous faisons, ce que nous projetons de faire, ce que nous nous efforçons de devenir à travers nos actes concrets. La transcendance n'est pas un don, mais une tâche, une activité incessante qui nous pousse à nous dépasser nous-mêmes, à nous affirmer au-delà de chaque instant. Cette conception de la transcendance et de l'engagement nous offre une perspective puissante sur notre capacité à transformer notre vie et le monde qui nous entoure. Elle nous libère de l'idée que nous serions prédestinés, que notre destin serait écrit d'avance. Au contraire, elle nous confère la responsabilité exaltante de l'écrire nous-mêmes, jour après jour, ligne après ligne. C'est un appel à l'action, à la créativité, à la construction de notre propre existence avec lucidité et courage, en acceptant le risque et l'incertitude qui accompagnent toute entreprise véritablement libre. Elle nous invite à ne jamais nous reposer sur nos lauriers, à ne jamais considérer notre être comme achevé, mais à toujours nous tenir prêts à nous réinventer, à nous projeter vers de nouvelles significations, nous rappelant que notre existence est un chantier perpétuel. Nous avons tous cette propension à juger, à catégoriser, à enfermer les autres et nous-mêmes dans des définitions rigides. Nous disons « il est courageux », « elle est égoïste »,« je suis maladroit ». Ces mots collent à la peau comme des étiquettes indélébiles, et bien souvent, nous nous y conformons ou nous les combattons avec acharnement, mais toujours à l'intérieur du cadre qu'elles ont tracé. N'est-ce pas une manière de nous rassurer, de simplifier la complexité insondable de l'autre et de soi-même ? Nous cherchons des certitudes, des fondements stables, des vérités sur l'identité, pour ne pas avoir à affronter le flux incessant de l'existence, la fluidité de l'être, le fait que chacun est toujours bien plus que la somme de ses comportements passés ou de ses traits apparents. Sartre, avec une insistance radicale, nous ramène à l'idée que nous sommes le produit de nos actes,
et que ces actes sont l'expression de notre liberté fondamentale. Il n'y a pas, comme il le formulait, de nature humaine préétablie qui nous dicterait nos comportements. Nous sommes ce que nous faisons, et nous ne sommes rien d'autre. Si un homme est lâche, ce n'est pas parce qu'il a une essence de lâcheté inscrite en lui. C'est parce qu'il a choisi d'agir lâchement et qu'il continue de le faire. S'il est courageux, c'est parce qu'il choisit le courage à travers ses actes. L'action n'est pas la manifestation d'une essence préexistante, mais la création de cette essence. C'est en agissant que nous nous définissons, que nous nous faisons exister comme ceci ou cela. Cette perspective a des implications profondes pour notre compréhension de la responsabilité. Si nous sommes ce que nous faisons, alors nous sommes entièrement responsables de ce que nous sommes. Il n'y a pas d'excuse possible, pas de déterminisme psychologique ou social qui puisse nous décharger de notre liberté de choix. L'homme est entièrement responsable de son existence. Ce n'est pas une phrase à prendre à la légère. Elle signifie que même nos émotions, nos ressentis, nos réactions sont en partie le fruit de nos choix, de la manière dont nous décidons de les accueillir, de les interpréter, de les laisser nous traverser ou nous définir. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix, comme le soulignait Bouddha, une idée qui résonne avec la responsabilité existentielle sartrienne. Nous sommes constamment en train de nous assigner un sens, et en le faisant, nous engageons la totalité de notre être. Il y a une tentation très forte de se définir par ce que nous avons vécu, par notre passé. J'ai été trahi, donc je suis méfiant. J'ai échoué, donc je suis incapable. Mais pour Sartre, notre passé ne nous détermine pas. Il est un fait qui est là, mais il ne nous est pas une prison. Nous sommes toujours libres de nous projeter au-delà de notre passé, de lui donner un nouveau sens, de le regarder sous un angle différent. Le passé est en soi, il est un fait accompli, mais notre rapport à lui est pour soi, il est liberté. Nous sommes constamment en train de choisir ce que notre passé signifie pour nous aujourd'hui, et comment il nous propulse ou non vers l'avenir. C'est le pouvoir de la resignification, de la réinvention de notre propre histoire. Cette radicalité de la responsabilité peut générer une angoisse immense, mais elle est aussi la source d'une puissance incroyable. Elle nous libère de la victimisation, de la fatalité. Elle nous dit que nous avons toujours le pouvoir de changer, de nous réorienter, de nous réinventer. Nous ne sommes jamais finis, jamais achevés. Le lâche peut choisir la bravoure, le paresseux peut choisir l'action. Ce ne sont pas des changements de nature, mais des changements de projet, des actes libres qui définissent un nouvel être. Ce qui importe, ce n'est pas ce que l'on a fait, mais ce que l'on fait et ce que l'on va faire. La conscience de cette totale responsabilité nous pousse à une authenticité radicale. Agir de mauvaise foi, c'est justement se dérober à cette responsabilité, en prétendant que nous sommes déterminés par des forces extérieures ou que nous ne sommes pas conscients de nos choix. C'est une tentative de se cacher notre liberté, de se transformer en chose, en être en soi. Mais la conscience est toujours là, ce néant qui nous sépare de nous-mêmes, qui nous rend capables de se regarder agir, de se juger, de se réorienter. Même la mauvaise foi est un choix de ne pas assumer sa liberté. Finalement, cette vision nous invite à une vigilance constante et à une action consciente. Chaque moment est un choix, et chaque choix est une affirmation de notre être. Il ne s'agit pas de juger les choix des autres, car chacun est seul face à sa liberté et sa responsabilité. Il s'agit de se regarder soi-même, de se demander si nos actes sont l'expression authentique de notre liberté, ou si nous nous cachons derrière des excuses, des rôles, des habitudes. C'est un appel à l'audace, à l'engagement, à la création continue de soi, sans cesse renouvelée, sans jamais se reposer sur des certitudes illusoires. C'est la condition d'un être qui se tient debout, assumant pleinement le poids et la grandeur de sa propre existence. Nous observons souvent le monde autour de nous comme une toile de fond neutre, un ensemble d'objets et de situations qui existent indépendamment de notre regard. Nous pensons que le marteau est objectivement un marteau, que la forêt est objectivement une forêt. Mais n'y a-t-il pas une dimension plus profonde, plus intime, dans notre rapport aux choses? La signification d'un objet, son être utilitaire, ne se révèle-t-elle pas souvent à travers notre propre projet, notre intention, notre action? Le marteau est-il seulement un morceau de métal et de bois, ou devient-il marteau pour planter un clou uniquement dans la perspective de celui qui le saisit avec cet objectif? Nous donnons du sens au monde, et en retour, le monde nous renvoie une image de nous-mêmes, une image qui peut être à la fois éclairante et parfois dérangeante. Pour Sartre, le monde ne se présente pas à nous comme un ensemble de réalités objectives et déjà signifiantes. Au contraire, c'est notre conscience, l'être pour soi, qui projette du sens sur le monde et les objets qui le composent. Les choses, en elles-mêmes, sont des êtres en soi, brutes, indifférentes. C'est l'homme, par ses projets, ses intentions, ses actions, qui les instrumentalisés, qui leur donne une signification et une valeur.
Le rocher devient obstacle ou abri, selon que je veux le franchir ou m'y protéger. Le chemin devient un chemin vers quelque part si je décide de l'emprunter dans une direction. La signification du monde n'est pas inscrite dans les choses. Elle est projetée par notre liberté. Le monde est une attente de sens, une toile vierge que nous peignons avec nos intentions. Cette instrumentalisation du monde par la conscience est une manifestation de notre liberté radicale. Puisque nous sommes des êtres pour soi, des néants de pure possibilité, nous ne sommes jamais réduits à la simple contemplation passive des choses. Nous sommes toujours en train d'agir sur elles, de les transformer, de les intégrer à nos projets. Le monde n'est pas seulement là. Il est toujours là pour moi, là pour être agi, là pour être transformé. C'est un champ de possibilités qui attend notre intervention pour prendre forme des significations. Il est ce qui est à créer, à inventer. Mais cette interaction entre l'être pour soi et l'être en soi du monde peut également être source de mauvaise foi. Nous pouvons nous laisser envahir par les choses, nous laisser définir par le monde que nous avons nous-mêmes façonné. C'est l'homme qui se sent écrasé par ses possessions matérielles, qui devient l'esclave de sa maison, de sa voiture, de son travail. Ces objets, pourtant créés pour le servir, finissent par le définir, par le réduire à un être en soi parmi d'autres. La liberté est alors oubliée, masquée par la masse des choses qui l'entourent, qu'il a lui-même animé de sens. C'est une forme d'aliénation où l'homme perd conscience de son pouvoir créateur et se laisse figer par le monde qu'il a contribué à bâtir. Sartre explore également la notion de résistance du réel. Le monde n'est pas une pâte molle que l'on peut modeler à sa guise sans aucune opposition. Il y a une certaine inertie des choses, une contingence des faits qui échappe à notre contrôle. Je peux vouloir planter un clou, mais si le mur est en béton armé, le marteau et le clou ne seront pas suffisants. Le réel me renvoie à ma finitude, à mes limites. Cette résistance n'est pas une négation de ma liberté, mais une condition même de son exercice. C'est précisément parce qu'il y a une résistance que ma liberté prend sens, qu'elle est un effort, une lutte, une transcendance. Sans cette résistance, tout serait facile, et la notion même de choix ou d'action perdrait de sa substance. L'important est de comprendre que la signification de cette résistance est toujours un choix. Le mur en béton est-il un obstacle insurmontable ou un défi à relever avec d'autres outils? La contingence du réel est une donnée, mais la manière dont nous l'interprétons, l'assumons ou la transcendons, est une manifestation de notre liberté. Nous pouvons choisir de nous laisser définir par cette résistance, de nous dire « je ne peux pas », et ainsi nous enfermer dans la mauvaise foi. Ou nous pouvons choisir de l'affronter, de trouver de nouvelles solutions, de nous redéfinir à travers cette confrontation. Cette interaction constante entre la conscience et le monde est au cœur de notre existence. Nous ne sommes pas des esprits désincarnés qui flottent au-dessus de la réalité. Nous sommes des êtres dans le monde, des existences incarnées qui agissent, transforment et donnent du sens. Et c'est dans cette relation dynamique, dans cette incessante projection de notre liberté sur le réel, que nous nous créons nous-mêmes. Il s'agit d'une invitation à une conscience aiguë de notre impact sur le monde et de la manière dont le monde nous renvoie la responsabilité de nos propres significations. C'est en prenant la mesure de notre pouvoir sur les choses, mais aussi de leur inertie, que nous pouvons véritablement naviguer l'existence avec plus de lucidité et d'authenticité. C'est la reconnaissance d'une danse complexe, où le sens émerge de la rencontre entre ce qui est et ce que nous projetons. Nous avons tous connu cette sensation de devoir nous justifier, de nous expliquer face au regard d'autrui. Le sentiment d'être scruté, d'être jugé, peut être paralysant. Parfois, une simple observation, un mot, un silence de l'autre suffit à nous faire douter de nous-mêmes, à nous faire reconsidérer nos actions, nos intentions, voire notre identité même. Nous nous efforçons de projeter une certaine image, de contrôler la perception que les autres ont de nous, et pourtant, nous savons au fond que cette image nous échappe, qu'elle est toujours reconstruite, interprétée, déformée par l'autre. N'est-ce pas une source d'une angoisse particulière, cette conscience d'être un objet dans le champ de vision d'un autre? Pour Sartre, la relation avec autrui est un élément central, et souvent conflictuel, de notre existence. L'expérience d'autrui n'est pas seulement la rencontre d'une autre conscience, mais la prise de conscience que je suis moi-même un objet pour cette autre conscience. C'est ce qu'il nomme le « regard d'autrui ». Lorsque je suis seul, je suis pour soi, pure subjectivité, pure liberté. Mais dès qu'un autre me regarde, je deviens en soi pour lui. Je suis alors objectivé, catégorisé, potentiellement jugé. Le regard d'autrui ne me révèle pas seulement un autre, il me révèle une partie de moi-même que je ne peux saisir, mon être pour autrui. Pensez à la célèbre scène du « regard » dans L'être et le néant, où Sartre décrit l'homme qui épie à travers une serrure. Tant qu'il est seul, il est pure subjectivité, entièrement absorbé par son acte, libre. Mais s'il entend des pas derrière lui, s'il sent un regard sur lui, il change instantanément. Il n'est plus seulement celui qui regarde.
Il est aussi celui qui est vu, et potentiellement honteux, coupable, gêné. Il devient un objet, le voyeur. Ce n'est pas la peur de ce que l'autre va faire, mais la conscience de ce que l'autre est en train de faire de moi par son regard, de la manière dont il me fige dans une identité, un rôle, une évaluation. C'est une aliénation fondamentale, où ma liberté est niée par l'objectivation de l'autre. Cette objectivation par autrui est une source constante de conflits dans les relations humaines. Nous voulons conserver notre liberté, notre statut de pour soi, mais l'autre tente inévitablement de nous figer dans un rôle, une identité. L'amour, par exemple, peut être une tentative de l'un d'absorber la liberté de l'autre, de le posséder comme un objet, de le définir comme mon bien-aimé ou mon amante, ce qui est une négation de la liberté intrinsèque de l'autre. L'autre, à son tour, tente la même chose. C'est un jeu de miroir constant, une lutte pour maintenir sa subjectivité face à l'objectivation. La relation avec autrui est donc, par essence, un rapport conflictuel où chacun tente de récupérer sa propre liberté en niant celle de l'autre ou en tentant de la maîtriser. La mauvaise foi dans la relation avec autrui se manifeste lorsque nous essayons de nous conformer entièrement à l'image que l'autre projette sur nous, ou lorsque nous essayons de nous convaincre que nous sommes totalement transparents et compréhensibles pour l'autre, ce qui est une manière de nier notre propre opacité, notre propre liberté. C'est l'ami qui se sent obligé de jouer le rôle de celui qui est toujours de bonne humeur pour ses amis, ou l'enfant qui adopte l'image que ses parents ont de lui. C'est une tentative de se réifier, de se transformer en un être en soi pour l'autre, afin d'éviter l'angoisse de sa propre liberté et de l'incompréhension mutuelle. Cependant, il est important de noter que le regard d'autrui, bien que potentiellement aliénant, est aussi ce qui me révèle à moi-même. Il me fait prendre conscience de mon être pour autrui, de ma dimension publique, de mon impact sur le monde. Il est impossible de s'échapper à cette dimension. Nous sommes toujours déjà dans un monde partagé, entouré d'autres consciences. La liberté, selon les mots de Sartre, n'est pas une puissance abstraite de choisir. Elle est choix d'être tel ou tel, et ce choix se fait toujours dans un monde où autrui est présent, où autrui me renvoie mon image. La coexistence est donc une donnée fondamentale de notre condition humaine, même si elle est teintée de conflits. Alors, comment vivre cette relation avec autrui sans tomber dans la mauvaise foi, sans nier notre liberté ou celle de l'autre? Sartre ne nous donne pas de recette simple, car il n'y a pas de solution transcendante au problème de la relation à autrui. La solution réside dans l'acceptation lucide de la contingence de l'autre, de sa liberté inaliénable et de la nôtre. C'est dans cette reconnaissance mutuelle des libertés, même au cœur du conflit, que peut naître une forme d'authenticité. C'est en assumant la tension, l'incompréhension, la nécessité de se défaire des rôles que l'on peut espérer une relation moins aliénante, une relation où chacun peut se construire en présence de l'autre sans être entièrement figé par son regard. C'est une tâche difficile, constante, mais essentielle pour naviguer la complexité de notre existence sociale, rappelant que même au cœur du collectif, nous restons fondamentalement seuls et responsables de notre être. Le cheminement à travers l'abîme de la liberté sartrienne nous laisse avec une compréhension plus profonde, non pas d'une théorie lointaine, mais de la texture même de notre propre vie. Cette exploration n'a pas pour but de nous fournir des réponses toutes faites, mais de nous armer d'une lucidité plus acérée face à l'existence. Ce que nous avons découvert, c'est que la tension entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes continuellement en train de devenir est le moteur même de notre humanité. Nous portons en nous le poids et la magnificence d'une conscience qui ne cesse de se défaire pour mieux se refaire, qui n'est jamais pleine, mais toujours projet, toujours manque, toujours possibilité inépuisable. La sérénité n'est peut-être pas l'absence d'angoisse, mais l'acceptation de son murmure constant, le signe inaliénable de notre liberté active. Cette vision nous confronte à l'idée que chaque moment est une œuvre en devenir, chaque choix une affirmation de ce que nous sommes, non pas au passé, mais au futur. Nous nous définissons par nos actes, par notre engagement, par notre capacité à nous transcender au-delà de ce qui est donné. La mauvaise foi, cette tentation de se cacher notre propre liberté, apparaît alors comme une fuite stérile, une tentative vaine de se transformer en chose, alors que notre essence profonde est d'être cette ouverture constante, ce néant de possibilités. Il n'y a pas d'échappatoire à cette exigence d'être, à cette nécessité d'inventer sans cesse notre propre existence et le sens même de nos valeurs. C'est dans cette persistance de la liberté, même quand elle nous pèse, même quand elle nous trouble, que réside toute la dignité de l'homme. La sentence « tu es condamné à être libre » n'est pas un fardeau imposé de l'extérieur, mais la vérité nue de notre être, la source de notre responsabilité la plus radicale. Chaque instant est une page blanche, non pas par accident, mais par la nature même de notre conscience. C'est à nous de l'écrire, de choisir chaque mot, chaque geste, avec la conscience que ces choix nous sculptent et, en un sens, dessinent le visage de l'humanité elle-même. Dans les mots percutants de Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné à chaque instant à inventer l'homme. Cette compréhension renouvelée de notre condition nous invite à une forme d'engagement continu, non seulement dans le monde, mais aussi envers nous-mêmes.
Participer à la réflexion, approfondir ces questions existentielles, c'est déjà un acte de liberté, une manière de ne pas se laisser figer par le prêt à accent grave pensée. Si ces idées résonnent en toi, si elles ont allumé une nouvelle étincelle de lucidité, n'hésite pas à témoigner de ton propre cheminement en laissant un commentaire. Un simple j'aime peut étendre cette conversation à d'autres esprits en quête de sens. Et pour ne jamais manquer ces rendez-vous avec la profondeur, s'abonner à la chaîne Vibinspi est une façon de poursuivre cette exploration ensemble. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.